BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benaouda Abdelhaim et sa moisson d'études glanées dans le monde entier. Notre bibliothécaire du jour, Eva Jaco, qui rendra hommage à Marcel Boiteux. Et on démarre évidemment tout de suite avec nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr. Et puis le grand animateur des pages livres aussi d'Alternative Économique. À ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, président et critique de la Société d'économie politique. Messieurs, on démarre avec ce qui est le choix de Christian, ce qui aurait pu être aussi le choix de Jean-Marc, un livre qu'on attendait, le livre sur McKinsey. McKinsey pour le meilleur et pour le pire, de Walt Bogdanich et Michael Forsythe. C'est chez Buchet-Chastel. Alors, messieurs, est-ce que ce livre est à la hauteur de vos attentes, Christian Chavagneux? Oui, moi, très clairement. Deux journalistes du New York Times, dont le premier a eu 3 prix Pulitzer. Excusez du peu quand même. Donc, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, ça prend à peu près 3 pages dans le livre. Voilà, quand vous arrivez chez McKinsey, on vous dit on va développer la démocratie, la transition numérique, la transition écologique, et tout va être pour le mieux dans le respect éthique. Et pour le pire, c'est tout le reste du livre, qui est une succession de chapitres, d'enquêtes, à charge, c'est vrai, mais vraiment d'enquête des journalistes. Alors, le premier type de sujet qu'on peut aborder, c'est... Mais ça, on le sait tous, McKinsey, la chasse au coût. Quand un président, un directeur général appelle un consultant type McKinsey, c'est pour réduire les coûts. Il y a une anecdote au début du livre qui m'a frappé sur la mentalité du chasseur de coûts. Vous savez, le patron de Disney qui dit « J'aimerais bien réduire les coûts dans les parcs à thème chez Disney ». Donc il y a un gars chez McKinsey qui arrive, qui appelle le directeur de la maintenance, qui dit « Mais pourquoi est-ce que vous envoyez un gars tous les soirs pour vérifier tel manège dangereux? Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu d'accident. Vous pourriez supprimer le poste et gagner des sous. » Le gars lui dit « Mais c'est parce que j'envoie un gars tous les soirs qu'il n'y a pas d'accident depuis 10 ans. » Donc on voit bien cette mentalité de chasseur de coûts et comment on peut retourner quelque chose de positif en négatif. Le livre nous dit aussi, une fois qu'ils ont chassé les coûts, ça augmente les profits. Et justement, McKinsey fait partie des consultants qui vont développer la rémunération des patrons au profit. Donc ça va dans les deux sens, quoi. Je réduis les coûts, j'augmente les profits. En plus, le patron prend de plus en plus de salaire, de stock options. Et donc, ils disent, McKinsey a nourri les inégalités. Tout ça, bon, on apprend des choses, mais on le savait déjà un peu sans être spécialiste de McKinsey. Mais là, vous avez la suite. Là, vous avez McKinsey qui, par exemple, sur le fameux développement des opioïdes et des morts par opioïdes, par addiction aux États-Unis. Et là, le livre nous dit ils ont joué un rôle clé dans le développement et le marketing de ces opioïdes, comme ils l'avaient fait pour développer les cigarettes, comme ils l'ont fait après, en essayant de définir le mieux possible les noms qui font donner au goût des cigarettes électroniques pour que les gamins de 13 à 17 ans se mettent à fumer, se mettent à vapoter. Voilà, c'est ce genre de comportement qu'on retrouve. Bien évidemment, quand on travaille comme ça pour des entreprises qui vont contre la santé, on ne devrait pas pouvoir travailler pour le ministère de la Santé. Eh bien si, aucun conflit d'intérêt pour eux, ils vont aider le ministère de la Santé à définir les règles que surtout les autres ne vont pas appliquer. Un autre exemple de conflit d'intérêt, vous avez un grand pays asiatique qui dit qui appelle McKinsey, est-ce que je dois mettre dans les routes de la soie chinoise? Et là, le gars de McKinsey dit, ouais, c'est très très important, sans lui dire que les entreprises qui lui conseillent pour aller dans les routes de la soie, elles sont clientes chez lui, ce sont des clients à lui en Chine. Donc vous avez... On les appelle, ce qui est frappant, moi je trouve, c'est qu'en fait on les appelle pour tout et n'importe quoi. On les appelle pour tout et n'importe quoi, c'est la conclusion du livre, je vais y revenir. Et vous avez, si vous n'êtes pas encore complètement écœuré, vous avez un dernier exemple, j'aurais pu en citer 10 de plus tellement le bouquin est riche. Vous avez cette administration américaine qui est chargée de réunir les sans-papiers pour les expulser. Et donc il y a quelqu'un qui dit ça coûte trop cher. Cette administration coûte trop cher. Le gars de McKinsey arrive sans aucun problème, il dit mais j'ai la solution, c'est évident, il n'y a qu'à réduire la nourriture et la couverture médicale que l'on donne à ces personnes sans papier. Voilà. C'est ce type de comportement qui est développé chapitre après chapitre, qui est nourri, enquêté, et en fait ce que les deux auteurs nous disent, c'est que McKinsey fait partie de ces acteurs clés de la mondialisation qui travaillent pour les gouvernements, pour les grandes entreprises privées, qui impulsent une partie de la mondialisation, malheureusement, pour le pire de la mondialisation. Jean-Marc Daniel, juste une question. Est-ce qu'il y a quand même une matière grise légitime
chez McKinsey? Est-ce qu'il y a une vraie expertise quand même? Ah ben, il y a une vraie expertise. Ils recrutent parmi les plus diplômés des étudiants américains. Et donc, moi, je n'ai pas tout à fait vu la même chose dans le livre. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que, effectivement, les chapitres sur le tabac et les opioïdes sont assez caricaturaux, à mon avis. En revanche, ce qui est intéressant, c'est d'abord l'origine. Il raconte qui était McKinsey, qui n'est pas véritablement le fondateur. Le fondateur, enfin, c'est le fondateur sur le papier, mais le personnage qui a lancé ça, c'est nommé Marine Bower. Et ce Marine Bower, effectivement, va s'associer plus ou moins directement avec Harvard pour avoir les meilleurs étudiants et les meilleurs ingénieurs américains. Alors, Marine Bower, il est juriste de formation, donc là aussi, il va concevoir un modèle qui est un modèle d'organisation comme les cabinets d'avocats américains, où on est payé au résultat, où on est payé sur le dossier et tout ça. Et alors bon, ce qu'il les explique, c'est qu'il y a quand même 34 000 personnes qui travaillent pour McKinsey au niveau mondial, donc c'est pas rien. Et effectivement, on passe en revue tout un tas de dossiers. Alors, il y a des fois où c'est ironique, il y a des fois où effectivement c'est assez caricatural, il y a des fois où, même si on connaît les dossiers, comme sur la Continental Illinois dans les années 80 ou Enron dans les années 2000, c'est bien raconté, on montre bien comment effectivement ils ont été associés à ça, mais ce que montre bien, à mon avis, le livre, c'est qu'à la fin des fins, c'est pas eux qui décident quand même. C'est qu'il y a des gens qui s'appuient sur eux, mais les gens qui décident ont la liberté de prendre la décision. Ils sont là en conseiller, mais les conseillers ne sont pas les payeurs, et c'est les payeurs, c'est les autres qui suivent leur discours. Et alors, il a parlé de système de santé. Il y a un passage sur le McKinsey qui va réformer le système de santé anglais, pas américain, anglais, le NHS, et donc, parce que le système étant difficile et tout ça, et alors il rencontre évidemment un anglais qui va avoir un trait d'humour que je trouve absolument génial, l'anglais qui est un des responsables du NHS, qui est par ailleurs journaliste et tout ça, lui dit, non mais vous savez, McKinsey, ils sont incontournables. D'ailleurs, si Dieu voulait refaire le monde, aujourd'hui, il s'adresserait à McKinsey en disant « J'ai fait ça en 7 jours, comment il faudrait que je fasse pour le faire en 4 jours ?» Et donc, je trouve que ça, c'est à la fois très british et assez symptomatique de, effectivement, cette position de gens qui sont devenus le symbole de l'efficacité, même si il y a des passages où ils montrent que cette efficacité, mais c'est pas eux qui décident, cette efficacité se fait au prix d'une certaine liberté vis-à-vis de la morale. Bon, en tout cas, vous êtes d'accord tous les deux pour nous recommander la lecture de ce McKinsey pour le meilleur et pour le pire. Jean-Marc Daniel, vous avez choisi, vous, un livre, Les malheurs des uns font le business des autres. Benoît Faucon, Clément Fayolle, Antoine Harari, c'est chez Robert Laffont. Oui, donc là, il s'agit de regarder un peu comment évolue la criminalité ou des gens qui sont à la marge de la criminalité dans des circonstances qui sont liées à des décisions politiques, à des modes d'organisation qui sont des modes d'organisation qui ont été décidés plus ou moins par l'État ou par des grandes entreprises. Alors, il y a plusieurs thèmes. Il y a le contrebandier traditionnel, il y a le personnage qui détourne les embargos, qui est une forme de contrebandier, il y a le trafiquant d'armes, il y a le personnage qui blanchit de l'argent. Il y a des gens un peu plus originaux, il y a le lobbyiste, l'influenceur. Et le tout premier chapitre est consacré aux gens qui vous vendent une diplomatie parallèle, qui vous disent vous n'avez pas accès aux plus grands de ce monde. Si vous payez très cher, moi je vous garantis que vous allez avoir une entrevue avec tel ministre, tel chef de l'État ou tel responsable du FMI. Il n'y a pas de chapitre sur McKinsey non. Non. Alors il n'y a pas de chapitre sur McKinsey. Alors c'est des chapitres très courts. C'est une véritable cavalcade. On va très très vite. On rebondit de Londres à Genève. On se retrouve après à Hong Kong. On est partout dans le monde. Il y a des portraits de gens qui sont assez bien menés, assez bienvenus. On ressort de là en se disant un peu, et maintenant, so what? Oui, mais alors, c'est à la fois très agréable à lire, un peu déroutant, et puis quand même, c'est quand même un pan de l'économie dont on avait du mal, à mon avis, à mesurer l'importance, parce qu'il montre bien qu'il y a des endroits où c'est... Et alors, la conclusion, c'est que c'est des métiers qui sont dangereux. Il raconte quelqu'un qui a essayé de faire du commerce avec la Somalie et tout ça, et toutes les personnes qu'il a rencontrées ont été exécutées. Pas de son fait d'ailleurs, pas du fait de l'état ambiant de ce qu'est la Somalie. Bon. Donc c'est un livre agréable à lire et qui est assez intéressant sur le fond. Christian Chavagneux. Oui, c'est vrai, c'est un livre facile à lire, mais je suis un peu comme Jean-Marc. À la fin, on se dit, et alors quoi? Alors, oui, c'est vrai qu'il y a un pan de la mondialisation économique qui est dans l'ombre, qui est déviant, voire qui est guerrier, mais ça, c'est pas vraiment un scoop, on le savait déjà. Alors, on le sait parce qu'il y a des journalistes comme eux qui vont aussi depuis des années, des décennies enquêter et qui vont faire sortir les affaires, quelquefois de manière, en jouant un peu avec leur sécurité, en jouant beaucoup avec leur sécurité pour aller fouiller quand même dans ces poubelles un peu dangereuses de l'histoire économique. Moi, je trouve qu'il y a quand même quelques petits défauts. Toutes les histoires qui nous sont racontées, ça concerne la Russie, l'Iran et des pays africains, comme si les coups tordus de la mondialisation économique, c'était jamais les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne.
Il y a quand même un biais de sélection vers les pays du Sud, vers les soi-disant méchants désignés par la communauté internationale, voire par les États-Unis. On ne sait pas trop si... alors c'est vrai qu'il y a une multitude d'histoires, hein. On s'y perd un peu tellement il y a d'histoires. On ne sait pas trop, est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui qu'hier? Est-ce que ça suit le développement économique? Est-ce que finalement il n'y en a pas moins qu'hier, mais plus de journalistes d'enquête? Enfin, on ne sait pas trop comment se positionner. Puis surtout, quand même depuis les années 30, il y a toute une littérature académique sur ce genre d'activité illicite, et toute la littérature, à peu près toute, va dans le même sens en disant les frontières entre le licite et l'illicite, entre le national, l'international, le privé et le public, tout ça est très poreux. Et là, on a l'impression de gens qui sont complètement à côté du vrai système économique noble qui fonctionne très bien, et alors qu'à côté il y a plein de déviants, alors que non, les mélanges sont beaucoup plus croisés. Et puis pourquoi aller chercher les déviants quand Total fait 20 milliards de profit parce que le prix du pétrole explose, parce qu'il y a une guerre? C'est bien que le malheur des uns fait le business des autres. Quand Moderna et Pfizer gagnent énormément de milliards et que leurs patrons s'en retrouvent des milliardaires parce qu'il y a une pandémie mondiale et que les États sont prêts à acheter les vaccins à n'importe quel prix parce que les gens sont en train de mourir, c'est bien que le malheur des uns fait le business des autres. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher aussi loin dans la déviance pour pouvoir continuer à développer leur thèse. Juste pour rebondir, on pourrait considérer que les impôts, c'est aussi la même chose. C'est le malheur des uns qui fait le bonheur des autres. Mais ça, c'est de la provocation idéologique de Jean-Marc Daniel. Tiens, juste une question pour terminer que j'ai oublié de vous poser sur McKinsey. S'il fallait faire le bilan de la contribution de McKinsey à l'économie mondiale, vous diriez quoi Les deux auteurs, c'est extrêmement négatif. Extrêmement négatif. Tous les mauvais aspects du capitalisme. D'accord, ok. Non, pas extrêmement négatif, mais effectivement, ils ont un rôle. McKinsey, on voit bien, ils ont un rôle qui consiste à légitimer des choses que les gens ne veulent pas assumer. Donc la question, c'est est-ce que ce rôle-là, quelqu'un ne l'aurait pas tenu de toute façon? Merci. Messieurs, allez, c'est l'heure de retrouver Eva Jaco qui va nous raconter le livre qu'avait publié Marcel Boiteux en 1993.